Notre invité politique ce matin, c'est Joël Giraud. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire d'État à la ruralité. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Sébastien Couratin. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sébastien Couratin de l'Écho républicain. On commence bien sûr par ce débat qui a lieu cette semaine au Parlement. Hier, l'Assemblée nationale a largement adopté le report des régionales et des départementales les 20 et le 27 juin. C'est ce que demandait le gouvernement. Le scrutin, il va donc tomber le premier week-end des vacances d'été. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de renforcer l'abstention avec ces dates ? Écoutez, de toute façon, je crois qu'une campagne comme la campagne des régionales, ce qui est important, et comme la campagne départementale, c'est d'avoir un peu de pédagogie avant. C'est-à-dire de faire en sorte que les citoyens puissent comprendre à quoi sert cette élection, à quoi servent les départements, à quoi servent les régions, dans un pays qui n'a jamais vraiment fait de la pédagogie, j'allais dire, des scrutins électoraux. Après, quand on a envie de voter avec un système qui, entendons-nous soit dit, permet aujourd'hui de partir quand même en vacances et d'avoir une procuration, bon, je pense que ce n'est pas ça qui va provoquer quelque chose de très grave au niveau de l'abstention. Ce qui est plus grave, c'est l'abstention généralisée, c'est-à-dire des gens qui se détachent de la politique et qui n'ont pas envie d'aller aux urnes. Je crois que malheureusement, c'est plutôt là-dessus qu'il faut agir. Et c'est ce que je tente modestement de faire dans la ruralité en expliquant aux gens que c'est bien de faire comme avant. C'est-à-dire les ruraux, vous savez, allaient beaucoup aux urnes. Quand on avait... Je me rappelle même que j'ai été candidat au régional et j'étais vice-président d'une région. On faisait des scores incroyablement élevés en termes de participation dans les deux départements alpins, ce qui n'était pas tout à fait le cas des départements littoraux. À telle enseigne d'ailleurs que ça pouvait faire basculer le scrutin de manière très spectaculaire alors que nous n'étions que quelques centaines de milliers d'habitants. Eh bien, je crois que c'est plutôt là-dessus qu'il faut agir. Les dates des vacances en soi, je ne pense pas que ce soit la chose la plus pertinente à opposer. Mais quand même, pourquoi l'avoir décalé d'une semaine, sachant que le Sénat s'y était opposé au moment du vote de la loi sur le report des élections? Oui, mais écoutez... Parce que là aussi, vous ne prenez pas le risque d'un vote compliqué au Sénat cet après-midi. Oui, non, mais tout ce qui permet, si vous voulez, de faire en sorte qu'on soit le plus loin possible dans la vaccination des personnes et tout ce qui permet de garder le cap du mois de juin, c'est-à-dire de ne pas avoir encore à réviser un texte, moi, me semble plutôt bon. Voilà, c'est raisonnable et les maires se sont exprimés. Justement, ils se sont exprimés en prise directe sans passer par les associations comme l'Association des maires de France. Quel sens avait cette consultation? Est-ce que ce n'était pas un signal de défiance? Écoutez, moi je ne crois pas parce que j'avais beaucoup de remontées de maires ruraux qui se posaient la question de la pertinence de ce scrutin effectivement au mois de juin par rapport au mois de septembre et j'étais bien incapable de leur donner une véritable réponse, je le dis clairement. Le fait d'avoir demandé aux maires en direct si oui ou non ils étaient favorables au maintien des élections en juin a permis de dégager tout simplement une majorité qui n'était pas si violente que ça parce que 56-44 c'est quand même pas la majorité la plus large sur, c'est pas surconsensuel, ça veut dire tout simplement qu'il y avait un partage et que les choses n'étaient pas si claires que ça. Mais l'Association des maires de France, elle vous avait fait connaître sa position. Pourquoi refaire une consultation des maires? Moi, j'écoutais l'Association des maires ruraux de France qui n'était pas tout à fait sur la même position, qui du moins se posait beaucoup de questions, n'emportait pas d'ailleurs de réponses forcément, mais se posait beaucoup de questions. Je pense que faire globalement, je savais, reprocher à des gens et notamment à un gouvernement de prendre le pouls de la démocratie des élus pour savoir si vraiment les maires sont opposés à la tenue de ces élections. Mais pourquoi le faire comme ça? Pourquoi le faire un vendredi soir avec des réponses à apporter le lundi matin, sachant que les mairies sont souvent fermées le vendredi après-midi, que certains n'ont pas mais 70%, les mairies en zone rurale sont ouvertes le samedi, la plupart du temps. C'est un scrutin un peu précipité, une consultation un peu précipitée quand même. C'était pour savoir, avant le débat, effectivement, pour prendre le pouls des maires et pour pas être... c'était pour ne pas être, je dirais, en contradiction avec ce que pensaient les maires. Et aujourd'hui, les maires se sont exprimés, ça me semble de la démocratie directe. On l'aurait pas fait, on nous aurait dit, vous auriez mieux fait de les consulter. Donc là-dessus, moi, je suis d'une grande sérénité. Et puis 70% de réponses, ça veut dire quand même que même si c'est un week-end, même si c'est rapide, le scrutin est signifiant. Vous savez, des élections, il n'y a que 30% d'abstention. On en prendrait bien souvent ailleurs. Justement, on va parler de l'organisation du scrutin, notamment dans les zones rurales. Oui, justement, parmi les maires, certains pointent des difficultés, notamment en milieu rural. Quelle application des normes sanitaires? Comment trouver des volontaires pour tenir les bureaux de vote? Quelles garanties, quels outils vont être proposés à ces élus pour que le scrutin se passe convenablement? Déjà, je pense qu'il y a une première garantie qui est sur la progression, effectivement, de la vaccination, qui va faire qu'aujourd'hui, on a une circulation virale qui est importante et puisqu'aujourd'hui, on en est, je crois, 11 300 000 personnes qui ont été vaccinées, du moins s'agissant de la première injection.
élections. On va arriver sur quelque chose au moment des élections. Je ne peux pas vous donner un chiffre précis parce qu'évidemment, ça dépendra de la mise sur marché d'un certain nombre de vaccins. Mais on va arriver sur une vaccination qui va quand même concerner près de la moitié de la population, c'est-à-dire sans doute et à mon avis plus de 70% des électeurs, même 75% des électeurs. Donc on va être dans une situation qui sera sanitairement meilleure. Il faudra peut-être faire ce qu'on a fait justement dans les Vosges, puisque vous receviez le sénateur Grébillet, c'est-à-dire qu'on s'est mis en position d'avoir un système de séparatifs extrêmement dur pour pouvoir faire cette consultation que je souhaitais faire auprès des acteurs du massif avec Jean-Baptiste Lemoyne, non pas parce que j'étais dans une précipitation absolue de faire cela pour embêter les Vosgiens, mais tout simplement parce qu'il y a une réunion interministérielle, la première qui a lieu lundi, et qu'il fallait bien que je consulte les principaux massifs avant lundi. Voilà. On va revenir sur cette question, mais juste donc avec des moyens, si vous voulez, qui sont des moyens complémentaires, je pense qu'on va arriver à quelque chose qui, sur le plan sanitaire, est plus qu'acceptable. Voilà. Est-ce que vous êtes inquiet, notamment dans les communes rurales, de la difficulté à trouver des assesseurs pour ce scrutin ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, très honnêtement, parce que je connais quand même bien les zones rurales, je sais la mobilisation des gens. Je n'ai jamais vu dans les zones rurales de démobilisation vis-à-vis même de situations extrêmement difficiles. Vous savez, moi, j'ai été maire 27 ans, il y avait des grosses chutes de neige, les gens voyaient des voitures un peu dans tous les sens parce que c'était le vendredi et qu'il y avait des touristes qui venaient. Spontanément, les gens déboulaient en mairie ou dans les services de gendarmerie en disant s'il y a des gens, notamment avec des enfants, on a 2 chambres, on a 3 chambres. Ben là, c'est pareil. Je veux dire, les gens dans le rural se mobilisent, quelles que soient les circonstances, et ils se mobiliseront parce qu'ils savent le prix de la démocratie. Dernier mot sur ces élections avant de parler de la crise sanitaire avec Sébastien. Vous serez candidat, vous, à ces élections régionales ou départementales ? Écoutez, départementale, la réponse est non. Au régional, je suis dans le comité de soutien de Sophie Cluzel dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et comité de soutien, ça veut dire que vous serez sur sa liste ? Je pourrais être en queue de liste sur la liste, c'est-à-dire en position non éligible si c'était nécessaire. Je le dis clairement parce que je crois, à la candidature de Sophie. Ça veut dire quoi si c'était nécessaire ? Ça veut dire si elle a besoin d'un... nécessaire, c'est-à-dire si elle l'estime nécessaire. Moi, de toute façon, je serai présent. Vous savez, elle a commencé sa campagne chez moi. Je lui ai proposé de rencontrer justement le monde agricole pour qu'elle connaisse bien les spécificités du monde agricole dans les zones de montagne. Vous savez, on a une région qui est très particulière. Entre Marseille et Briançon, il y a une certaine distance et il y a une certaine différence de culture aussi. Donc, je ferai tout ce que je peux pour qu'elle soit élue et qu'elle ait un score le plus excellent qui soit. Mais je ne serai pas en position, si vous voulez, éligible, parce que ça me demanderait tout simplement de ne pas me préoccuper de ce pourquoi j'ai été désigné membre du gouvernement, c'est-à-dire la mise en place de l'agenda rural. Et d'ailleurs, je l'ai dit à l'Association des maires ruraux de France, je leur ai dit, rassurez-vous, je ne serai pas un ministre en campagne alors qu'il y a des urgences dans la ruralité. Dernier mot là-dessus, puisque vous parlez de Sophie Cluzel. Christophe Castaner, il tend la main à Renaud Muselier, qui est le président de la région Sud. Et de l'autre côté, Sophie Cluzel a dit moi, je serai candidate. Il n'y a pas un problème ? C'est-à-dire que Christophe lui a proposé de tendre la main, elle l'a fait, et Renaud Muselier n'a pas saisi la main tendue, donc elle en a tiré des conséquences. Donc chacun partira de son côté. Ça sera effectivement la seule solution, et j'espère très sincèrement. Elle maintiendra sa candidature quoi qu'il arrive. J'espère sincèrement qu'au deuxième tour, le camp républicain se rassemblera. Et on va parler de la crise sanitaire. Oui, alors la vaccination des plus de 55 ans a débuté cette semaine avec un mois d'avance sur le calendrier initial. Alors, sont les syndicats des pharmaciens, il y aurait plus de candidats au vaccin que de doses disponibles. Est-ce que le gouvernement n'est pas allé trop vite sur ce dossier ? Écoutez, moi je pense qu'il y avait une forte demande de gens qui souhaitaient être vaccinés pour des raisons diverses et variées, soit parce qu'ils avaient dans leur proximité, dans leur entourage, des gens qui étaient en situation de faiblesse, il y avait de bonnes raisons. Il y a des gens qui veulent être vaccinés aujourd'hui. Petit à petit, desserrer les taux, je dirais, des critères et autres, va nous permettre tout simplement de vacciner un maximum de gens. C'est un peu, je dirais, le corollaire de ce que l'on disait tout à l'heure sur la tenue des élections. Je crois que plus on ouvre, plus on aura de gens vaccinés et moins le virus circulera. Bon,
à l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des milieux qui sont des milieux où ils rencontrent beaucoup de gens, où la distanciation sociale n'est pas forcément facile. Ça n'est pas un critère en soi, parce que ça vous le ressentez vous-même. De la même façon que vous vous levez le matin, si vous êtes normalement constitué, vous apercevez que vous avez de la fièvre, vous avez rendez-vous avec une personne dont vous savez qu'elle a eu des pathologies graves, vous remettez le rendez-vous. Mais vous le remettez le rendez-vous d'ailleurs parce que même si la personne en question chope votre grippe ou votre angine, elle va être très gravement malade. Donc voilà, je crois que tout cela permet d'ouvrir mieux la vaccination. Beaucoup de gens qui sont inquiets, à juste titre d'ailleurs, puisque cette pandémie est très grave, et qui pourront ainsi être, entre guillemets, rassurés et rassurer leurs proches. Alors justement, vous parlez des prises de rendez-vous. Dans certains secteurs ruraux, les personnes à mobilité réduite sont parfois très éloignées des centres de vaccination. On a eu des exemples. Est-ce qu'il y a assez de dispositifs pour les aider? Il n'y a pas de brigade mobile partout, hein? Non, il n'y a pas de brigade mobile, mais justement, on a fait une réunion avec Brigitte Bourguignon, avec les associations d'élus, pour voir comment mettre en place un vade-mecum, j'allais dire, et qui soit d'ailleurs consenti par les élus, parce que sans ça, ça n'a pas de sens. On ne va pas se substituer aux élus dans un certain nombre de domaines, mais voir les échanges de bonnes pratiques et autres, un vade-mecum. Ce vade-mecum, j'ai reçu hier la trame, et on va pouvoir le signer et l'envoyer à l'ensemble des élus pour qu'il y ait justement plus de repérage des personnes isolées d'une manière générale, qu'il s'agisse du handicap, qu'il s'agisse de zones très, 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 très éloignées. Et après, vous savez, il y a des initiatives un peu partout qui sont assez admirables. Il y a des initiatives aussi personnelles. Moi, je connais beaucoup de hameaux où on fait comme pour emmener les gosses à l'école. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que le papy ou la mamie qui n'a pas eu le vaccin parce qu'elle ne peut pas sortir de sa maison, soit emmené sur les sites. Mais de manière, dans la ruralité, un peu plus organisée, on va dire, il y a des bus départementaux, il y a des bus... Moi, j'ai vu des bus France Service qui ont été désarmés, entre guillemets, de leur fonction France Service, parce qu'ils avaient un frigo, pour être très clair, pour pouvoir se rendre dans la ruralité. Enfin, partout, je veux dire, les initiatives locales sont importantes. Il faut simplement que les gens sachent que ces initiatives existent, que ces initiatives soient partagées, parce qu'une bonne idée se partage. Et c'est le but de ce que nous avons mené comme action avec Brigitte Bourguignon. Un mot juste sur le vaccin, puisqu'on a appris hier que le vaccin Johnson & Johnson, il allait avoir une pause aux États-Unis. Du coup, on attend l'avis de l'Agence européenne du médicament. C'est un vaccin qui est quand même pratique. C'est un vaccin qui est monodose. C'est un vaccin qui peut être administré par les pharmaciens, par les infirmiers, par les médecins libéraux. Est-ce que du coup, ça va avoir des conséquences sur la vaccination en milieu rural? Écoutez, je ne sais pas. Je ne saurais vous le dire de manière très précise. Après, il y a toujours une méfiance vis-à-vis des vaccins. Parce que c'est un vaccin pratique, justement, en milieu rural. Oui, c'est un vaccin pratique. Il y a toujours une méfiance vis-à-vis des vaccins dans ce pays, plus que dans d'autres d'ailleurs, ça je l'ai remarqué. On se pose moins de questions en Italie ou on se pose moins de questions en Allemagne, mais bon. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à savoir si ça va avoir un impact sur la vaccination. Je n'en ai strictement aucune idée. Vous savez, en matière de vaccination, les choses sont relativement simples. Vous avez des vaccins qui ont été autorisés ou non, avec des risques qui sont différents ou des rapports coût-avantage qui sont différents. Voilà, y compris pour les gens qui... Moi, je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes d'allergie, dont je fais partie d'ailleurs. Voilà, il faut attendre un certain système d'autotest pour vérifier que vous n'aurez pas de problème avec un vaccin plutôt qu'un autre. Et vous choisissez ensuite celui qui, au bout d'un mois, n'a pas provoqué d'effets secondaires sur un test. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Un dernier mot sur un autre sujet, ça concerne plus particulièrement les maires qui mettent en œuvre la campagne de vaccination. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ces maires, mais ça a un coût de mettre en œuvre cette campagne de vaccination, notamment dans les communes rurales. Est-ce que l'État s'engage à compenser l'intégralité du coût de cette campagne de vaccination? On est non seulement... Et quand? Alors non seulement on est vous savez qu'il y a un groupe de travail qui regarde l'intégralité des problématiques, on va dire des dépenses et des recettes des collectivités locales. Il y a des dépenses qui sont encore plus importantes, je vais être très clair, qui sont un certain nombre de dépenses liées à des tarifs. Par exemple, vous aviez un centre balnéoludique, une méga piscine dont le personnel était salarié de droit public et vous avez dû les conserver. Donc globalement, ces questions vont être vues dans le cadre de ce groupe de travail de façon à proposer des compensations. Alors ces compensations vont arriver en décalage par rapport au vote des budgets, mais on ne peut pas non plus ça veut dire qu'elles vont arriver à quelle échéance? Ces compensations, normalement, devraient être incluses dans le PLF. Je ne pense pas que le projet de loi de finances... Oui, donc pas avant novembre-décembre. Qui vont arriver en fin d'année, oui, plutôt.
Et ça sera compensé intégralement, ça vous vous y engagez ? Et ça sera compensé au maximum de ce qui est possible, parce qu'il faut peser les recettes et les dépenses sur ce genre de choses. Je suis incapable de vous dire le pourcentage exact, mais globalement, sur ces dépenses-là, bien évidemment, on sera beaucoup plus attentif que sur d'autres dépenses qui sont, par exemple, des piscines ou des cinémas municipaux. Voilà. On va parler de l'actualité, on va parler du gel. Oui, le gel qui a frappé de nombreux territoires, notamment les cultures, dont votre territoire, les Hautes-Alpes. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de cette catastrophe météo ? Écoutez, on est en train de faire le recensement de ce qui s'est passé et qui visiblement est très grave. Au moment où le gel s'est produit, moi j'ai été en déplacement dans le département de la Gironde et j'ai vu des cépages entiers qui sont passés à la trappe avec des cèpes de vigne qui sont complètement rabougris avec les feuilles qui ont grillé. Comme vous le savez, quand il y a un épisode de gel, on ne voit pas immédiatement les dégâts provoqués sur les différentes plantes. Chez moi, ce sont les arboriculteurs. Il y a des zones qui sont équipées avec des systèmes de chauffage ou d'arrosage gélif comme dans mon département et des autres qui ne sont pas équipés. Donc ce qui est clair, c'est que de toute façon il y aura là pour le compte un système d'indemnisation vers le système des calamités agricoles qui sera poussé au maximum. La seule question qu'on doit se poser maintenant, mais elle est plus large d'ailleurs, c'est que tout cela est consécutif au dérèglement du climat, parce que vous avez de plus en plus vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Comment voulez-vous en plus que les gens ne soient pas malades et chopent d'ailleurs quelque chose, y compris autre que le Covid. Vous avez 26 degrés un jour, le lendemain vous voyez la neige qui tombe. Donc ces dérèglements du climat ont des conséquences sur les agriculteurs, sur les productions, mais ils ont des conséquences sur les territoires aussi. Jamais on a eu autant d'effondrements de pans de montagne, jamais on a eu autant d'effondrements de routes dans les zones de montagne justement. Donc je crois qu'il va falloir que nous réfléchissions au système global des catastrophes et des calamités, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient naturelles, au regard du système assurantiel, parce qu'on avait trouvé un équilibre qui correspondait à une situation climatique qui n'est pas la situation climatique actuelle. Donc je pense qu'il va falloir regarder de plus près ces questions assurantielles, parce qu'on ne peut pas être dans un système où l'assurance monte de plus en plus les prix pour couvrir des quelque chose qui est un phénomène naturel, et un phénomène qui d'ailleurs ne relève plus de l'exception au bout d'un moment, ce qui est le principe même d'une catastrophe, puisque quand vous avez des séries d'éboulements toujours au même endroit, on se pose la question de l'arrêté de catastrophe naturelle. On se dit mais ça fait 6 fois au même endroit, qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir voir des systèmes assurantiels plus adaptés. Je ne sais pas sous quelle forme, très honnêtement, mais qui soient plus adaptés à la réalité du réchauffement climatique sur nos territoires. Et une dernière question d'actualité avant de parler de vos dossiers avec Sébastien, ça concerne la loi 4D. Elle arrivera quand au Conseil des ministres, cette loi ? Écoutez, maintenant on est sur un timing qui est rapproché avec un débat à l'automne au Sénat. Donc, à l'automne au Sénat ? Oui, un débat à l'automne au Sénat. Donc voilà, sauf catastrophe majeure. Et ce sera le Sénat qui l'examinera en premier. Ça va bien. Oui, c'est tout à fait ça. Et ça va bien se passer. Et d'ailleurs, mais en Conseil des ministres, c'est quand ? Je n'ai pas la date. Je veux dire, Jacqueline Gouraud là. Je n'ai pas la date exacte. Ça sera en mai ? Ça sera là en mai ou pas ? Ça sera probablement, oui. On attend les retours du Conseil d'État, bien évidemment. D'accord. En mai, Conseil des ministres et à la rentrée. Vous savez qu'on a envoyé des éléments complémentaires au Conseil d'État sur un certain nombre de sujets. Je m'en suis ouvert d'ailleurs lors d'un débat au Sénat. Les sénateurs eux-mêmes ont des initiatives. Je suis ce soir chez vous au Sénat de façon à voir toute la question des biens sans maître, qui est une question qui est évoquée aussi dans la loi 4D. Donc on est vraiment sur les phases préliminaires maintenant. Donc tout va bien. Allez, on parle de vos dossiers avec Sébastien. Oui, alors vous lancez aujourd'hui une plateforme sur Internet pour permettre à des jeunes diplômés d'accéder à des missions de volontariat territorial en administration pour venir renforcer des collectivités rurales qui proposent des postes. Quel est l'objectif ? C'est un ticket gagnant-gagnant pour les collectivités et les jeunes ? Oui, complètement, c'est un ticket gagnant-gagnant. Je crois que l'ANCT et le ministère de la Cohésion des Territoires proposent un certain nombre de dispositifs d'ingénierie. Alors il y a des ingénieries qui sont très adaptées à des types de collectivités, d'autres un peu moins. On a l'ANCT même qui se déplace sur les territoires pour faire des analyses. Là, d'une école du bois, je pense à cela parce que c'est le dernier dossier que j'ai vu passer dans le parapheur. À un autre endroit, un dossier plus complexe qui est le dossier de mise en œuvre de patrimoine industriel à rénover. Il y a des journées d'études qui sont des journées d'études sur un marché national qui sont proposées également aux collectivités. Et puis il y a la collectivité de base qui n'est pas dans un programme forcément un programme national comme Petite Ville
Ville de demain, Action Cœur de Ville, et qui se pose la question de ces moyens d'ingénierie. Cette plateforme, elle est faite pour quoi ? Tout simplement sur le modèle des volontaires territoriaux en entreprise, faire en sorte que des jeunes qui ont un diplôme de Bac+2 minimum, qui ont entre 18 et 30 ans, se mettent en regard d'offres de collectivités, l'État mettant un ticket d'entrée de 15 000 € pour toute embauche de ces jeunes, en laissant les collectivités libres de leur champ d'action en termes de rémunération. Et ces jeunes, ils auront pour objet tout simplement d'assurer l'ingénierie sur ces petits territoires. On lance un premier appel, si vous voulez, de 200 postes pour voir d'abord comment ça fonctionne d'ici à la fin du mois de juillet, pour voir s'il faut réajuster le mécanisme, parce qu'on n'a pas toujours la science infuse. Mais en tout état de cause, la plateforme qui est la plateforme vta.nct.gouv.fr, est aujourd'hui officiellement ouverte. Les collectivités mettent leurs offres. Les préfets sont garants, j'allais dire, de la bonne tenue de cette offre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une offre qui correspond à un emploi de la fonction publique très classique. Ces jeunes arrivent en ingénierie sur des territoires avec des diplômes différents. Là, vous avez peut-être un problème, je ne sais pas, superposition loi montagne, loi littoral qui est complexe. Il vaut mieux prendre un master en urbanisme pour essayer de vous dépêtrer tout ça. Là, c'est plutôt de l'ingénierie classique avec, on a des programmes européens, on a le plan de relance, on passe à côté d'un pas mal de choses parce qu'on ne sait pas comment instruire ces dossiers. Donc notre espoir, c'est effectivement de faire en sorte qu'on ait à la fois des collectivités gagnantes d'un côté parce qu'elles auront de l'ingénierie et des jeunes qui soient des jeunes gagnants parce qu'ils n'attendront pas d'avoir une expérience de 5 ou 10 ans pour être embauchés par une collectivité. Et justement, on va parler de Petite Ville de demain avec Sébastien. Juste d'abord, je redis, que l'ANCT, c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Oui, là, vous faites actuellement un tour de France pour promouvoir le dispositif Petite Ville de demain. 1624 communes sont concernées. Dans un papier du Monde, le directeur général de l'association justement des petites villes dit que c'est beaucoup et qu'il y a peut-être un risque d'émiettement des fonds qui sont investis dans ce projet. Écoutez, qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je lui réponds que alors, il faut quand même savoir, trouver qu'il y a beaucoup trop de bourg-centres en France, c'est un peu paradoxal. C'est vrai qu'on est allé... Non, mais il dit qu'au début, ils avaient listé 700 communes, que là, il y en a 1624, mais qu'il y a toujours 3 milliards. Donc, forcément... Oui, mais forcément. Mais écoutez, franchement, on a quand même 3 milliards sur 6 ans. Alors, certains espéraient peut-être concentrer les moyens sur un nombre limité de collectivités. On a fait le pari avec Jacqueline Gouraud d'aller très loin. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de plancher bas, comme vous le savez. La plus petite ville de demain, la plus petite ville de demain, pardonnez-moi, c'est un village de 220 habitants, tout simplement, qui est un chef-lieu de canton dans un endroit très rural et qui est le seul bourg-centre et qui est évidemment en grande difficulté compte tenu de sa taille. Mettre des moyens sur cette collectivité a peut-être plus de sens que de renforcer les moyens sur une collectivité de 18 000 habitants. Voilà. Je pense qu'il y a des équilibres à trouver et les moyens seront là de toute façon. Ils seront là parce que ce ne sont pas que des moyens, j'allais dire, de stricto sensu financiers de l'État. Nous avons la Banque des Territoires, nous avons tout un tas de partenaires qui sont des partenaires à même de proposer ces emplois. Lorsque vous arrivez dans des cœurs de ville où le seul problème c'est l'habitat dégradé, c'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat qui va implanter l'ingénierie nécessaire. Donc je ne me fais aucun souci pour cela. Et vu l'engouement des élus pour ce programme, je vais vous dire que quand bien même il y aurait un jour besoin d'un ajustement budgétaire, je crois que ce ajustement budgétaire, il sera fait. En général, dans ces cas-là, c'est la demande qui crée l'offre. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir plus de 3 milliards. Il peut y avoir des formes d'ingénierie effectivement nouvelles à trouver et on les trouve, regardez, les VTA en font partie, donc nous arrivons à trouver des moyens d'ingénierie et c'est ça qui est plébiscité par les collectivités. Merci beaucoup, malheureusement le temps file, même s'il y avait encore beaucoup de dossiers à aborder avec vous. Merci Joël Giraud d'avoir été notre invité. Regardez une de l'Éco-Républicain, Sébastien. Les officines sur le front, c'est à la une de votre journal ce matin. Merci Sébastien Coratin d'avoir été avec nous.